La démographie En baisse. on est en train de vivre une catastrophe démographique, enfin, sur le plan médical. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais on ne fait plus d'enfants. Les hommes, moi je le vois dans mon cabinet tous les jours, une des opérations que je fais le plus aujourd'hui, c'est la ligature des trompes. Bienvenue dans Confidence. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est un gynécologue très médiatique. 1 million d'abonnés sur Instagram, des millions de vues, de petites vidéos d'1 minute 30 pour parler de maladies, pour parler d'accouchement aussi. Voici Olivier Marpeau dans Confidence. Bonjour, je suis le docteur Olivier Marpeau, gynécologue, un vrai gynécologue. Je suis aussi très présent sur les réseaux sociaux avec mon compte qui s'appelle Mon Gynéco. J'ai 48 ans, je suis papa d'une grande famille. On va parler de tout ça dans Confidence. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu as fait combien d'années d'études au total avant de pouvoir exercer le métier de gynécologue obstétricien? Alors, les années de médecine, elles sont longues et puis il y a des étapes difficiles avec des concours. On fait 6 ans de fac. Ouais. Faculté de médecine, j'étais à Saint-Antoine, à Paris. Après, on passe le concours de l'internat à la fin de la 6e année. Concours de l'internat qui va décider qu'est-ce que tu vas faire comme spécialité, soit généraliste, soit une autre spécialité plus précise. Et derrière, et ça va aussi décider l'endroit où tu vas apprendre. Et après, en novembre 2009, je me suis installé en libéral à Aix-en-Provence. Voilà, alors le coup de cœur des coups de cœur, ça a été le stage en gynéco Ouais. Et obstétrique. Qu'est-ce qui fait que tes yeux se sont allumés, que tu t'es dit c'est ma voie? Donc mon premier stage orthopédie et la gynéco, c'était mon dernier stage, juste avant de passer le concours de l'internat en 6e année. Et je me suis retrouvé dans un service de gynécologie obstétrique avec toutes les activités qu'on peut faire quand on est gynécologue. Donc il y avait le côté chirurgical, il y avait le côté urgence et puis il y avait le côté maternité, avec la salle de travail. Et là, je me suis retrouvé balancé dans un monde dingue, complètement dingue. Et dingue par plein d'aspects. Par exemple, tu me dis que la première césarienne, c'est quelque chose qui t'a fasciné là aussi? Ouais, ce qui m'a fasciné déjà, c'est les gens, le travail d'équipe, parce que dans une salle de travail, il y a bien sûr l'obstétricien qui gère un petit peu tout, mais il y a bien sûr les sages-femmes qui accompagnent les femmes pendant le travail au moment de l'accouchement, et qui font d'ailleurs, enfin qui assistent les femmes pour la majorité des accouchements quand c'est normal. Il y a des infirmières, des aides-soignantes, il y a le personnel qui s'occupe du ménage, qui remet en route toutes les salles. Donc c'est un monde extraordinaire, et c'est un monde avec lequel on passe beaucoup de temps, parce qu'on a un système de garde, tu vois. Donc je passais 24 heures dans une espèce de bulle où on travaillait tous ensemble, avec des moments d'urgence extrême, des moments de rigolade, des moments émouvants. Donc c'était un condensé de la vie que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Et c'est sûr que le premier accouchement que tu vois, même si je faisais rien, bien évidemment, c'est complètement dingue. Même pour le commun des mortels. C'est complètement dingue, que ce soit ta femme qui accouche ou pas ta femme, c'est un moment qui est fou. Et la première césarienne, c'est sûr qu'au bout de quelques mois, quand mes supérieurs voyaient que j'aimais ce que je faisais, que je m'y intéressais, et qu'on passe au bloc opératoire, et que le chef ou l'interne me dise « Allez, vas-y Olivier, c'est toi qui vas commencer la césarienne, ou c'est toi qui vas sortir le bébé avec tes... » C'est dément. Tu sens la gratitude des gens, tu vois les yeux de la mère et du père ou l'autre mère qui sont là. Enfin, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. L'adrénaline, là, c'est super. Et sentir qu'on participe à ça, c'est phénoménal. Ton plus bel accouchement, c'est lequel? J'ai été chef à l'hôpital Robert Debré à Paris. C'était vraiment une maternité très technique, où on s'occupait de beaucoup de grossesses à risque et de grossesses multiples. Et je me souviens, en tant que chef, d'avoir accouché une femme de triplé. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, techniquement, bien sûr. Pourquoi on imagine qu'il y a le. Il se passe plein de choses, parce que déjà, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de monde que sur un accouchement quand il y a un enfant unique, parce qu'il faut plusieurs sages-femmes, plusieurs pédiatres, l'anesthésiste qui est présent. On est plusieurs gynécologues aussi en cas de coup dur. Donc, après, ça dépend comment les enfants se présentent. Mais c'est vrai que sur les jumeaux, par exemple, pour qu'une femme puisse accoucher par voie basse de jumeaux, il faut que le premier se présente par la tête. Il ne faut pas que le premier soit en siège, par les fesses, il faut soit la tête. Et puis une fois que le premier est né normalement, la tête la première, derrière, le deuxième, souvent, il est dans une position un petit peu alambiquée, toujours dans sa poche des os, parce que la plupart du temps, pas toujours, mais il y a 2 poches des os. C'est pas toujours le cas, et donc il faut aller l'attraper, le tourner dans la bonne position et le sortir. Et tout ça, ça se fait
manuellement. Donc je te fais pas un dessin, mais bon, il faut aller le chercher. Quoi. Ouais. Voilà. Tu dis que c'est un tabou en France, la mortalité infantile, et qu'il faut pourtant avoir conscience de ça. Ou maternelle. Ouais. Quand ça se passe mal, est-ce que tu es formé pour ça? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'accouchement qui, pour le coup... Le truc, moi, un des trucs qui m'a fait que je trouvais le plus difficile, c'était les morts fétales à terme. Ça, c'est la foudre qui tombe, et la plupart du temps, on n'a pas d'explication. Et c'est au dernier moment, c'est-à-dire que les mamans qui arrivent, tout s'est bien passé. Non, c'est même avant l'accouchement. C'est les mamans qui arrivent en fin de grossesse, à terme, parce qu'elles sentent moins leur bébé bouger. Ouais. Ça fait partie une femme qui approche de la fin de la grossesse, c'est une question qu'on leur pose tout le temps. Est-ce que vous sentez bien votre bébé bouger? C'est vraiment un signe pour nous de vitalité fétale. Et c'est un stress important pour vous quand vous posez cette question? Et c'est pas un stress de poser la question, parce qu'on a en face de nous une maman qui dit « oui, il arrête pas de me taper dans le ventre, machin et tout ». Mais quand une femme vient aux urgences en fin de grossesse à 2h du mat', parce qu'elle n'a pas senti son bébé bouger franchement depuis plusieurs heures et qu'elle est inquiète, quand on pose l'appareil d'écho et que malheureusement on se rend compte que le cœur s'est arrêté et que la grossesse s'est arrêtée, et on est parfois à 1 ou 2 jours de l'accouchement, et qu'on doit le dire. Comment on le dit? Il n'y a pas de bonne manière de le dire. Il n'y a pas du tout de bonne manière de le dire. Et alors, il y a, déjà dans les silences, tu peux dire pas mal de choses, et dans les regards. Mais voilà, tu dis, je vois plus l'activité cardiaque, le cœur s'est arrêté, il ne bouge plus. Puis petit à petit, l'idée arrive, la partie consciente du cerveau, et c'est l'explosion. Et malgré tout, il faut faire naître ce bébé, même s'il est, il est mort. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des moments hard. Et bien évidemment, c'est le plus horrible, c'est pour les parents, parce que la grossesse, ça doit être quelque chose de parfait. L'accouchement, ça doit être quelque chose de parfait. Et les gens ont souvent une idée préconçue dans la manière dont ça doit se passer. Moi, j'accoucherai sans péridurale, dans l'eau, et avec des bougies qui sentent le santal ou la rose. Mais la réalité du terrain, parfois, elle est très différente. Et c'est vrai que tu me demandais est-ce qu'on est formé à ça? Non, on n'est pas formé à ça. On n'a pas de cours de comment encaisser ça, comment annoncer les choses. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur le terrain, et c'est pas génial. Et puis il y a l'après, c'est-à-dire qu'on gère l'accouchement, et puis après, on s'en va. On suit bien sûr la femme, le couple, on est là pour eux et pour les accompagner dans leur démarche. Il y a de la colère envers le gynécologue, peut-être? Toujours. Parfois. Moi, j'ai vu des pères fracasser des murs. Pour éviter de taper sur celui qu'on... C'est révoltant. Donc ça, c'est... on n'a pas envie. Ouais. Tu as fait une chronique là-dessus sur ton Instagram. Le chiffre de mortalité infantile en France est déplorable. On a 4... on n'est pas très bon. On a perdu en quelques années là, dans le classement des pays européens. On a dégringolé à la 23e place. 4 enfants pour 1000. 4 enfants morts pour 1000 naissances. Ça veut dire qu'un enfant qui naît en France sur 250 va mourir avant l'âge d'1 an. Toutes causes confondues, bien sûr. Ça peut être des enfants qui avaient une anomalie, une malformation qu'on n'a pas bien vue, ou une anomalie génétique qu'on n'a pas bien vue. Ça peut aussi être accidentel, ça peut aussi être lié à la précarité, ça peut aussi être lié à l'âge maternel, puisqu'on sait que les femmes aujourd'hui ont des enfants de plus en plus tard, et ça a des conséquences sur la santé. Ça peut aussi être le fait qu'il y a de plus en plus de grossesses multiples, et on sait que c'est des accouchements un petit peu plus à risque, avec des bébés qui seront un petit peu plus fragiles par la suite. Je prends juste l'exemple, parce que c'est 1 pour 1000 en Islande, c'est 4 pour 1000 en France. Comment on va de 1 au quadruple? C'est quoi le problème? Est-ce que ce sont ces maternités qui ferment de plus en plus? Alors moi j'en ai parlé dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps. Justement, on parle beaucoup en France aujourd'hui de la fermeture des petites maternités. Les petites maternités, c'est quoi? C'est des maternités qui font parfois moins de 500 accouchements par an. Et parfois même moins de 300 accouchements par an. Ça veut dire qu'il y a des maternités en France où il n'y a même pas un accouchement par jour. Alors, c'est sûr que si on dit ça à la femme qui vit dans le village juste à côté de la maternité et qu'on lui dit « Madame, votre maternité, on veut la fermer parce qu'elle n'est pas sécure ». Elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable, mais surtout, elle n'est pas sécure. Parce que on ne trouve pas de gynécologue pour les gardes. Il n'y a pas de pédiatre. On ne trouve pas d'anesthésiste. Donc, c'est pas sécure de vous faire accoucher là, elle va fermer, il va falloir faire 1 heure de route pour aller accoucher dans la ville un peu plus grande à côté. Politiquement, c'est pas du tout acceptable.
Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a un moratoire qui a été adopté par l'Assemblée nationale sur une proposition de loi pour bloquer la fermeture des petites maternités pendant 3 ans. On ne peut plus aujourd'hui fermer en France les maternités où il n'y a pas beaucoup d'accouchements parce qu'on considère que la sécurité des femmes et des enfants n'est pas assurée. Pour nous, professionnels de santé, quand je dis nous, c'est nos sociétés savantes de gynécologues, d'anesthésistes, de pédiatres, c'est pas moi, mon gynéco. Hein. C'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est pas ça la cause de la mortalité infantile en France, c'est pas ça la cause de la mortalité maternelle. On sait très bien que c'est des causes multiples qui n'ont rien à voir avec, malheureusement, la demi-heure inconfortable en voiture pour aller accoucher et les quelques femmes qui accouchent avant d'arriver à la maternité. C'est un problème. Ouais. Et je ne vais pas dire que c'est super d'accoucher dans sa voiture ou à la maison parce qu'on n'a pas eu le temps de partir. Mais c'est pas ça. Alors le diagnostic n'est pas le bon. C'est quoi? C'est le suivi qui n'est pas bon? C'est le suivi avant qui n'est pas terrible. Et puis surtout, dans ces structures, quand il n'y a pas assez d'activité, on fait bien que ce qu'on fait souvent. C'est vrai un petit peu pour tous les métiers, et notamment en chirurgie et en médecine. Donc dans une maternité où il y a 2500 accouchements par an, avec un gynécologue, un pédiatre, un anesthésiste sur place, des équipes entraînées qui ont l'habitude de bosser ensemble et de gérer des situations d'urgence, ça se passe mieux. Ouais. Alors, situation d'urgence, une maternité qui se passe bien, on revient un petit peu à ça et à ce qui t'a passionné dans ce boulot. Ouais. Un boulot très prenant. C'était quoi une journée type quand tu étais obstétricien, que tu passais ta vie dans des cliniques et en même temps dans le cabinet de gynécologie? Alors moi, quand je me suis installé en novembre 2009 dans une grosse maternité privée à Aix-en-Provence, il y avait 2600 accouchements par an. Maternité de niveau 2, ça veut dire qu'il y a le gynécologue sur place, l'anesthésiste sur place et le pédiatre. On a un petit service de néonatologie pour accueillir les bébés un peu prématurés. 3 sages-femmes 24 heures sur 24 en salle d'accouchement, ça tourne. Et donc on est de garde. C'est un peu le principe de ce métier, c'est les gardes. C'est ça, donc les 90, 100 heures par semaine. On était 7 obstétriciens à tourner sur les gardes. Ça veut dire une nuit sur 7 de garde. Donc ça veut dire que tu prends le bip le matin. Quand tu arrives en salle de travail, on te passe le bip, on te fait les transmissions. Tu prends le bip. Et puis tu attaques tes 24 heures de garde. Pendant ces 24 heures de garde, la journée, tu vas consulter, parce qu'il faut faire les suivis de grossesse, les suivis gynécologiques. Comme je suis aussi chirurgien, des patientes qui viennent aussi pour des interventions chirurgicales. Ok. Dans la journée, je suis appelé pour les accouchements normaux, même si ce n'est pas moi qui fais, on était présent pour les accouchements normaux. Pour les accouchements compliqués, quand il fallait agir, c'était moi. Dans le privé, il n'y a pas d'interne. On était vraiment tout seul, en première ligne. Tout ça en consultant dans la journée, avec 25-30 consultations dans la journée. Gérer la salle d'accouchement. Derrière, tu enchaînes sur la nuit, on dort sur place, parce qu'à partir de 1500 accouchements en France, on est obligé d'être sur place, parce qu'il peut se passer des choses à tout moment. Des nuits pas toujours très reposantes, 3-4 heures de sommeil ou 0 heure de sommeil. Le lendemain matin, tu refiles le bip au suivant, puis toi, tu retournes dans ton cabinet pour consulter sur la journée qui suit, ou au bloc opératoire pour opérer. Donc ça fait des grosses... Mais comment tu tiens tu prends des vitamines Non, alors... Tu as recours à la drogue? Aucune substance illicite. Il faut avoir une hygiène de vie un peu sérieuse, et puis surtout, on est entraîné, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu quand je me suis installé, je l'avais vécu quand j'étais interne. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tu as fait 19 ans d'obstétrique et aujourd'hui, tu as arrêté pour faire gynécologue uniquement. Qu'est-ce qui te manque de ces salles d'accouchement, de cette ambiance dont on parlait tout à l'heure? Ça te manque ou la salle d'accouchement, c'est ce qui me manque le plus. La salle d'accouchement, avec le speed, tu vois, les urgences et le... Clac, faut y aller maintenant. L'adrénaline. Le bébé est là, tout le monde va bien, yes, on est content. Ça me manque. Le travail en équipe qui me manque un petit peu parce que c'est vraiment très spécial en salle d'accouchement. Et puis suivre les gens, c'est-à-dire que ça m'arrive encore de croiser aujourd'hui dans la rue ou près de chez moi ou en consultation de suivi gynécologique des femmes que j'ai accouchées il y a longtemps et qui viennent me voir en consultation et elles viennent avec leur fils ou leur fille que j'ai mis au monde il y a 5, 10, quand ça fait 14-15 ans, ça fait pas mal. Tu as accouché combien de bébés dans ta carrière? C'est super dur à calculer parce que... tu tiens pas un petit recueil? Non, c'est trop. C'est aller à la louche. Quand j'étais dans ma maternité à Aix, j'y suis resté pendant 12 ans, à raison de 50 gardes par an.
à tu 12. multiplies par 10-12, on est à 2005, quoi. 2500 bébés. Mais c'était pas que des patientes que je suivais, c'était pas que des femmes que je connaissais. Donc l'autre côté qui me manque aussi, c'est ça, c'est le fait de faire partie de la vie des gens. Donc quand tu fais le suivi de grossesse et que j'avais la joie d'être présent à l'accouchement d'une de mes patientes, avec le mari qui venait souvent en consultation de suivi de grossesse, on avait sympathisé, au bout d'un moment on se raconte nos vies. Oui, c'est ça, parce que moi j'aime bien. Tu fais partie de leur vie. Voilà. Et donc faire partie de ça, c'est génial. Alors, j'imagine que si tu as arrêté, c'est aussi parce que tu as une vie de famille, famille nombreuse, 4 enfants de ton côté, puis par un remariage, il y a 5 enfants. C'est marrant parce que toi, tu es l'aîné d'une famille de 5 enfants. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une famille de 5 enfants. Et comme tu luttes contre tous les tabous, est-ce qu'il y a zéro tabou aussi dans la famille, là? Parce que tu me dis, ils sont en pleine... les discussions sont assez crues. En pleine crise hormonale. On discute de quoi en ce moment avec les c'est ados? C'est pas une crise, ça bouillonne, quoi. Ça bouillonne. Et puis comme à la maison, on parle de tous ces sujets de manière assez détendue et franche, les repas sont assez animés. Ouais. Ça me rappelle ce que je vivais d'ailleurs quand j'étais gamin. Hein. C'est pareil, on en parlait tout à l'heure, c'était un peu la même chose. Et je trouve ça cool que la parole soit ouverte, parce qu'ils ont besoin d'une parole ouverte. On parle de quoi, de sexualité, clairement? Ouais, on parle de sexualité, on parle de petits copains, de petites copines, on parle de... Tu m'as parlé de respect de la femme. Tu me dis, j'insiste beaucoup sur mes garçons, sur le respect de la femme. Il y a besoin il y a besoin. Tu trouves qu'il y a un énorme besoin. Il y a un énorme besoin parce qu'ils reçoivent beaucoup d'informations. Ils sont bien sûr hyper connectés sur les réseaux sociaux. On essaie de limiter quand même pour qu'ils s'intéressent à d'autres choses. Mais ils reçoivent un flot d'informations et d'influences incontrôlables. Incontrôlable. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet de préoccupation. Parce que quand je me penche un petit peu sur quand je vois un peu ce qu'ils regardent, franchement, ça me fait peur, et le temps qu'ils y passent. Ils cherchent plus, ils veulent de l'immédiateté en permanence, et donc c'est difficile de les atteindre et de les intéresser à autre chose. Donc ça, c'est un gros sujet de préoccupation. Après, le contenu de ce qu'ils regardent ou de ce qu'ils écoutent, parce qu'il y a aussi la musique. Tu me dis, la musique rap amène ils écoutent du rap toute la journée. Un irrespect de la femme. Ils écoutent du rap toute la journée, et quand on écoute de près certaines paroles, ça fait peur. Ou quand on voit certains clips de rap ou certains concerts live de rap, on ne peut pas toujours dire que la femme soit valorisée ou soit mise dans une position très intéressante. On va parler maintenant de Doc Eddie Fool, parce que quand on parle de tabou, d'enfants, et d'ados, des sexualités, forcément ça résonne, et toi c'est une de tes références. Qu'est-ce qui t'inspire chez eux que tu utilises aujourd'hui peut-être sur tes réseaux sociaux? Pour moi, Doc Eddie Fool, alors qu'à l'époque je ne voulais pas faire médecine, on en a parlé tout à l'heure, mais j'écoutais ça en cachette, sous ma couette, parce que c'était à la fois très informatif. Alors pour les plus jeunes, on explique rapidement quel est ce duo, quoi. Donc c'était sur Fun Radio, on peut citer. Il y avait ce duo d'animateurs. Il y avait un animateur, Eddie Fool. Eddie Fool, ils connaissent. Hein, parce que Eddie Fool, maintenant, il est sur une autre radio. C'est vrai. Il vieillit pas, le gars, il continue. Il est dans le formol, je m'assure. Toujours. Il est incroyable. Et donc il y avait lui qui faisait un peu le clown et qui balançait un peu des vannes. Et puis à côté, il y avait le Doc, qui était un vrai médecin, qui était pédiatre. À Paris. Il avait un gimmick, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. C'est important, les gimmicks. Et sortie couvert, on le dit plus, c'était aussi un gimmick intéressant. De Chavannes, Et donc, ce n'est pas sale. Et Diffoul se moquait un petit peu de lui sur le ce n'est pas sale, mais lui, il était sérieux sur le ce n'est pas sale, et il donnait de l'information, et il parlait beaucoup de santé sexuelle. Et à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on n'en parlait pas à l'école. Hyper pudique. Dans les familles, on n'en parlait pas tellement. Et donc là, c'était vraiment la première fenêtre ouverte sur ce monde de l'information santé, de la santé sexuelle pour le grand public, pour les jeunes. Et je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là à quel point ça m'avait influencé et impacté. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que forcément, ça m'a parlé, ça est pour quelque chose dans ce que je fais aujourd'hui. Dans ce que tu fais aujourd'hui. Parce que tu parles de sexualité aussi sur Mon Gynéco, et c'est de façon aussi libérée, en tout cas... il faut y aller, il faut en parler. En zéro tabou. Quand on a dit Doc Eddie Fool, c'est pas la seule référence que tu as, c'est Michel Simès aussi, tu m'as dit. Michel Simès est venu un petit peu plus tard, donc là j'étais déjà étudiant en médecine. Pareil, lui télé, avec le magazine de la santé, le journal de la santé avec Carrère d'Ancos. Et je trouve qu'ils formaient un duo super sympa, tous les deux. Et Michel, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était intéressant, parce que c'était en même temps
très sérieux. Très didactique. Très didactique, il y avait des schémas, il y avait des visuels et tout. Et puis il y avait ce côté, bien sûr, déconne, légèreté, où il pouvait parler de sujets très durs, et puis en même temps de sujets plus légers. Il se mettait en scène, il y avait souvent des fous rires sur le plateau, ou des mises en situation un peu marrantes. Et je trouvais qu'à la télé, c'était là la première fois que ça sortait vraiment et que la médecine devenait pour le grand public. Voilà. Alors toi, il y a 3 ans, tu décides de mettre en place ta télé à toi quelque part, avec tes petits reportages d'1 minute 30, avec cette page Instagram Mon Gynéco. Comment elle est venue l'idée? Tu avais pas assez de travail, le cabinet gynéco, et la famille, ça suffisait pas? Il y a un autre truc qui me manquait, c'était l'enseignement, moi. J'aimais beaucoup l'hôpital public, je suis très heureux d'être dans le privé, mais ce que j'aimais beaucoup à l'hôpital public, c'était enseigner à des étudiants en médecine, enseigner à des internes, à des élèves infirmiers ou infirmières. Et c'est vrai que cette transmission de l'information et de la formation me manquait un petit peu dans mon activité au quotidien. Et l'autre truc, c'est que je voyais les femmes qui avaient des questions en consultation tous les jours, des questions qu'elles se posaient tous les jours, des mails que je recevais sur mon mail pro de femmes qui me posaient des questions tous les jours. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut faire un truc. Et puis je voyais mes enfants sur les réseaux sociaux, moi j'y étais pas du tout, et j'avais l'impression que c'était quand même un outil qui pouvait être intéressant. Donc j'ai dit à ma femme, j'aimerais bien, parce qu'elle bosse dans la com, elle maîtrise très bien tous ces sujets-là, et je lui ai dit, j'aimerais bien être sur les réseaux sociaux. Et en bonne com et businesswoman, elle me dit, ok, mais c'est quoi tes objectifs? Salut Alexandra, elle nous regarde en régie. Donc là, au niveau objectif, j'étais un peu sec. Et donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux? Transmettre de l'information, vulgariser au sens noble du terme la gynécologie et la santé de la femme, parler de santé de la femme, faire que les femmes deviennent des partenaires de leur santé. Qu'on ne soit pas là à leur dire ce qu'il faut faire, mais leur donner la bonne information, qu'elles choisissent ce qui est bon pour elles. C'est vraiment ça qui me guide. Donc on est parti là-dessus. Le nom, c'est moi qui ai trouvé, Mon Gynéco. Et c'était le nom depuis le début de l'histoire de ce conte. Et puis on est parti sur nos formats là. Voilà, alors les formats justement, 1 minute 30, déclinés en rubriques. Alors il y a pour commencer la question de ma meuf. Question de ma meuf, Qu'est-ce que c'est la question de ma meuf? Ça, c'est vraiment notre format phare qui existe depuis le début et qui existera jusqu'au bout. C'est ma femme qui me pose une question, on la voit pas, elle est en off, parce que je la cache. Et elle est très belle. Et pas qu'on la pique. Elle me pose une question en off pour une de ses copines. Parfois, c'est des vraies questions que lui ont posées ses vraies copines, mais parfois, c'est bien sûr le fruit de notre réflexion commune. Et donc, elle me pose une question, et le petit jeu, c'est que moi, je suis en train de faire un truc de la vie quodienne. Mais c'est des vrais trucs. Souvent, je suis en cuisine. À la maison, c'est moi qui fais la cuisine aussi. Ok. Par exemple, exemple d'une vidéo qui a super bien marché en question de ma meuf. Question de ma meuf, donc ça c'est le lundi, la question de ma meuf, et c'est vrai que le thème de la préménopause. Ça fait 6 millions de vues. Ça. Ouais, la préménopause, elle a fait 6 millions de vues, ça a été un carton énorme. On a tourné ça, on était en vacances, j'étais en maillot de bain en plus, et, parce que je me mets vraiment en scène comme je suis. C'est vrai. Tu sors de la piscine. Voilà, et là j'étais en maillot de bain sur une chaise dans un jardin, je ne sais pas si c'est ça qui a fait l'accroche. Ça peut marcher. Mais c'est surtout le sujet, je pense, qui a accroché tout le monde, parce que la périménopause, on parle d'adolescence, on parle de grossesse, on parle de ménopause, et c'est vrai que la périménopause, qui finalement, moi je trouve, est la pire des phases dans la vie de la femme, c'est avant que la ménopause s'installe. En général, ça commence à 45 ans, mais ça peut commencer avant, donc c'est 5, 6, 7, parfois 10 ans de la vie d'une femme, où c'est une instabilité hormonale majeure, avec des variations qui peuvent vraiment altérer leur qualité de vie. Des grandes phases de tristesse, parfois des bouffées de chaleur, les cycles qui deviennent irréguliers. Donc j'explique ça dans ma vidéo. Ouais, ça a très bien marché. Et puis on tombe souvent ça à la maison, dans notre quotidien. Je suis en train de faire du sport, je suis en train de me raser. Enfin, voilà, comme la vie, quoi. Cette notoriété, tu la gères comment? Pour moi, pour l'instant, ça m'amuse et j'aime bien. Je pense pas avoir la grosse tête parce que je n'ai pas changé, je pense fondamentalement. Ça faudra demander à mes potes parce que tu signes ma famille. Des autographes maintenant. Ouais, de temps en temps il y a des petits selfies, surtout. C'est plutôt les selfies que les autographes. Mais les gens qui m'abordent, on me reconnaît tout le temps dans la rue maintenant, ou quand je prends le train, ou quand je me déplace.
Mais en fait, les gens, ils me voient, ils me reconnaissent. Mais après, ils m'envoient des messages en me disant « Ah, je vous ai vu, merci ». Ils n'osent pas trop venir me voir. Je ne suis pas non plus une rockstar, tu vois. Et quand les femmes viennent me voir, ou les hommes d'ailleurs, c'est souvent pour me dire merci, très gentiment. Donc, moi, j'adore ça. J'adore ça. Alors ça tombe bien que tu parles des hommes parce qu'il y a aussi une rubrique qui s'appelle la Minute Gynécom. Là, tu t'adresses aux hommes. Ils ont des questions à poser directement aux gynécologues, les hommes? Alors, ils n'en ont pas assez pour l'instant. Ouais, ils ne sont pas trop curieux. Hein. Ils ne sont pas trop curieux. Moi, j'adore quand les femmes que je suis viennent avec leur compagnon ou leur compagne, leur compagnon, un homme qui vient en consultation, qui les accompagne, qui s'intéresse. Parce que pendant la grossesse, c'est assez classique. Souvent, on accompagne sa femme en consultation de suivi de grossesse, à l'échographie. Il faut être là. Bon. Mais c'est un peu une obligation. C'est un plaisir, mais c'est parfois un peu une obligation. Le suivi gynécologique, c'est rare que les hommes viennent, mais je trouve ça bien qu'ils viennent de temps en temps, si leur compagne est d'accord, bien sûr. Et notamment dans le cas de maladies chroniques. Moi, je m'occupe beaucoup d'endométriose. Et c'est vrai que c'est une maladie qui affecte beaucoup la qualité de vie des femmes. Elles ont mal, parfois elles ont du mal à être enceintes, elles ont une fatigue chronique, il y a beaucoup de symptômes digestifs. Ça impacte toutes les sphères de leur vie. Et comme ça fait des années qu'elles souffrent, elles minimisent beaucoup les symptômes. Donc très souvent, quand j'ai une femme qui a l'endométriose avec son compagnon qui est là, le compagnon il reste souvent un petit peu en retrait, c'est la femme qui parle, c'est à elle que je m'adresse. Et elles ont tendance à minimiser leur douleur, par exemple. Et régulièrement, c'est leur mec qui dit t'es gentil, tu dis que t'as pas très mal, ça fait 2 jours que t'es à la maison et que t'as bouillotte et que t'es pas allé bosser et qu'on n'est pas allé au mariage de ta sœur parce que t'avais trop mal au ventre. Donc c'est intéressant d'avoir cette information et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que moi j'apporte beaucoup d'informations et on peut pas tout retenir. La consultation elle dure 20 minutes et sur des maladies comme ça c'est compliqué ou en cancérologie et le fait que le mec soit là, ça permet de doubler les paires d'oreilles. Et de maximiser les chances de transmettre l'information. Donc moi j'aime beaucoup que les hommes viennent, ou alors quand ils ont un problème, c'est rare. Les cancers du sein, ça existe chez l'homme. Les transgenres ont parfois besoin d'un suivi gynécologique. Ils viennent te voir. S'ils ont encore un utérus, encore des ovaires, s'ils ont un traitement hormonal, s'ils ont encore leur sein, leur poitrine, il faut faire le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col. Donc voilà, leur place est là aussi. Ou l'infertilité, quand on prend en charge un couple pour une infertilité, l'homme peut aussi être concerné. Il y a des causes masculines, il y a des examens à prescrire. Donc tout ça, c'est... Voilà. Donc c'est sûr qu'on ne fait pas le suivi des hommes au quotidien, mais la place de l'homme en consultation, elle est importante. Alors, quand on parle de questions, parce qu'il y en a énormément qui viennent, c'est quoi les questions les plus gênantes, les plus incongrues auxquelles tu as eu à répondre? Moi, j'ai eu plusieurs fois la surprise, et ça arrive régulièrement, sur la méconnaissance des femmes sur leur corps et sur leur anatomie intime. Notamment les femmes de... Enfin non, c'est tous les âges d'ailleurs, c'est tous les âges. Mais très souvent, j'ai des femmes qui, à 45-50 ans, au début de la ménopause ou parfois après, je ne sais pas pourquoi, pour la première fois de leur vie, elles regardent leur sexe. Avec un miroir, par exemple, parce qu'elles ont l'impression que c'est pas pareil qu'avant, qu'il y a un truc qui les interpelle, elles regardent, et elles arrivent affolées en consultation. Parce qu'elles découvrent, en fait, et elles sont persuadées d'avoir quelque chose de pas normal. Je me souviens d'une femme là, que j'ai vue il y a quelques mois, 70 ans, pleine forme, active, aucun souci particulier, et qui vient me voir parce qu'elle appelle ma secrétaire. J'ai l'impression d'avoir un abcès, il y a quelque chose qui coule, c'est pas normal, je ne sais pas si c'est un abcès ou un cancer. Vite, docteur, recevez-moi. Je la vois vite en consultation, je regarde, elle s'installe sur la table, je regarde, je vois rien. Tout est normal. Je dis, mais où est le problème, madame? Je ne vois rien. Pas une perte anormale, une vue normale de femme de 70 ans. Et elle me dit, mais si, regardez là. Mais je dis, mais non, je vois rien, montrez-moi. Et avec son doigt, elle me montre l'urètre, le petit tuyau avec lequel on fait pipi, qui est un peu en dessous du clitoris. Je lui dis, madame, c'est votre urètre. Elle me dit, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez? Regardez, c'est là, et d'ailleurs, j'ai nettoyé à l'intérieur avec un coton-tige depuis plusieurs jours, parce que ça coule, ça doit être un abcès, je suis sûr que c'est du pus. Je lui dis, non, madame, c'est du pipi. Et ce que vous nettoyez avec un coton-tige, c'est l'entrée de votre vessie, il faut arrêter de faire ça. Et c'est pas un truc rare. Enfin, là, c'est un peu extrême. Ça arrive souvent que les femmes ne connaissent pas son anatomie. Ouais.
Il y a des femmes qui n'osent pas regarder. Est-ce que c'est par pudeur? Est-ce parce qu'elles ont vécu des choses difficiles, des violences sexuelles ou des choses difficiles, ou qu'on leur en a jamais parlé et que c'est pour elles une zone complètement taboue? Ouais, tabou. Mais c'est quelque chose d'assez dingue. Et moi, souvent, régulièrement, j'explique en consultation qu'il y a plusieurs types de vulves. Il y a des femmes qui ont les petites lèvres ou les lèvres internes qui sortent beaucoup, d'autres c'est à l'intérieur. Et puis cette vulve, elle va évoluer avec l'âge, avec l'imprégnation hormonale, en fonction des moments du cycle, en fonction des grossesses, en fonction des accouchements, en fonction de l'âge. La ménopause, c'est pas comme à 25 ans, forcément, c'est normal. Donc c'est important d'expliquer ça. Et si on n'explique pas, en fait, c'est pas du tout évident. Ouais. Alors, on va maintenant parler de choses un peu gênantes, un peu tabous, justement. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes qui viennent au cabinet? Je sais que ça t'arrive, parce que tu l'as raconté, qui viennent avec des corps étrangers coincés. Paradoxalement, le corps étranger coincé, c'est plutôt un problème de digestif. Ah bon? Oui, parce qu'on a plus souvent à gérer des corps étrangers dans l'anus que dans le vagin. Pour des raisons toutes simples, c'est qu'anatomiquement, c'est plus facile de le récupérer soi-même dans le vagin que dans l'anus. On n'y pense pas assez à ça. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, moi. En gynécologie, ça arrive. C'est moins fréquent, mais ça arrive quand même. Moi, les plus classiques, c'est le tampon. Ouais. Le tampon oublié. Tu as eu une patiente qui avait pas oublié un, mais plusieurs tampons. Ouais, en fait, le tampon, c'est et ça s'explique très bien. C'est-à-dire qu'il y a la ficelle. Et puis on bouge, on sort, on fait la fête, on ne sait plus trop quand est-ce qu'on l'a retiré. Est-ce qu'on l'a retiré? La ficelle remonte, parce que ça peut arriver que la ficelle remonte, et puis tac, on en met un deuxième, parce qu'on pense que l'autre on l'a retiré, ou on ne sait plus qu'on en a mis un, et voilà. Et donc on retire celui qu'on a mis parce qu'on s'en souvient, mais l'autre au-dessus, il est toujours là. Waouh. Et tu vois, en tant que médecin, et particulièrement en tant que gynécologue, il n'y a rien qui me dégoûte, tu vois. Et l'odeur du tampon oublié depuis plusieurs jours, parfois, c'est quand même assez particulier. Et souvent, les femmes, elles consultent pour ça. Elles ne consultent pas parce qu'elles se disent « j'ai oublié un tampon », elles consultent parce qu'il y a une odeur horrible. C'est vraiment horrible. En plus, c'est dangereux parce qu'il y a un risque de choc septique, d'infection sévère, de septicémie. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Nous, on recommande les tampons de les changer toutes les 3-4 heures. Donc, t'imagines quand c'est 3-4 jours. Et la patiente à laquelle tu fais allusion, effectivement, c'est une jeune. La pauvre, c'était la première fois qu'elle utilisait des tampons. Elle pensait que c'était biodégradable. Ah oui, d'accord. Donc, elle est venue aux urgences. Il y en avait 4-5. Bon, elle n'a pas eu de complications derrière. 5 tampons. Je l'ai mise sous antibiotiques. Ça s'est bien passé. Mais ouais, quand je suis allé à la pêche, il y en avait pas mal. Ou le boule de geisha. Le boule de geisha, ça m'est arrivé une fois. C'était de la boule de geisha de mauvaise qualité, avec la ficelle qui avait cassé entre deux boules. Donc le couple est venu me voir aux urgences. À l'époque, j'étais à Paris, avec une boule de geisha coincée. Et un couple jeune, on avait bien, enfin, très sympa, on avait bien rigolé. Bon, la patiente, elle rigolait un petit peu moins, mais il n'y avait rien de grave. Mais finalement, on en avait rigolé. Et je me souviens du mec, lui, il pleurait de rire. Il rigolait, il se faisait engueuler par sa copine. C'était terrible. Elle lui disait plus jamais on achètera des boules de geisha. En plus, tu as pris des made in China parce que c'était moins cher. Le pauvre, il était... Et est-ce que c'est gênant pour toi d'être un peu dans l'intimité, des fois, plus de ces couples? Parce que... Moi, ça me gêne pas. Après, il faut savoir, il faut sentir l'ambiance. Parfois, il faut rester vraiment très en retrait, pas rigoler du tout et prendre de la distance. Et parfois, et surtout quand c'est des gens que tu vois plusieurs fois, qui se confient, on crée un lien amical, hein, presque. Enfin, moi, j'ai des patientes que je vois tous les ans ou 2 fois par an, que j'ai accouchées, je connais leur mari, je les suis depuis des années, elles connaissent ma vie, je connais leur vie, et on rigole de tout ça, et je rigole avec leur mari. Donc il faut faire attention de rester à sa place, bien sentir les choses, et pas se rater. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Tu as déjà eu dans ton cabinet des maris jaloux. Alors, est-ce que c'est dû à la culture? Est-ce que c'est dû à une jalousie compulsive? Comment ça Ouais, ça alors se moi, passe? alors quand les femmes prennent rendez-vous avec moi, elles savent que je suis un mec. Ok, et donc quand elles ont franchi ce pas, en général, c'est que elles, ça leur pose pas de problème. Et que leurs compagnons, si elles en ont un, bon, soit il ne le sait pas, soit ça ne lui pose pas de problème.
Donc c'est vrai que c'est plutôt dans le contexte de l'urgence parfois que ça peut être un peu délicat, parce que quand j'étais l'obstétricien de garde à l'hôpital ou dans ma maternité, bah, toutes les femmes qui arrivaient, elles passaient par l'obstétricien de garde, qu'elles les choisissent ou pas. Donc c'est vrai que parfois j'ai entendu des hommes me dire, c'est souvent culturel ou religieux, hein, je ne veux pas que vous examiniez ma femme, est-ce qu'il n'y a pas une femme ? Moi, quand j'avais en face de moi des gens qui n'étaient pas trop agressifs et que je voyais que vraiment ça les embêtait et qui demandaient gentiment, si j'avais une collègue femme qui était disponible, ou voilà. Mais après, si c'était moi qui étais le responsable des urgences et que voilà, c'était comme ça. Et les gens n'ont pas à choisir parce qu'on est avant tout gynécologue. Et moi, j'ai l'habitude de dire que dans mon boulot, parce qu'on me pose souvent la question, mais comment tu vis ça en tant qu'homme d'être gynécologue ? Moi, quand je suis gynécologue, je suis ni homme ni femme. Alors justement, est-ce que c'est une idée reçue, vrai ou faux ? Un gynécologue homme est plus doux qu'un gynécologue femme. Ça, on l'entend souvent de la part de femmes qui moi, je l'entends consultent. souvent, mais c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est aux femmes. Parce que moi, je suis ni allé voir un gynécologue homme, ni un gynécologue femme. Donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ce qui est bien, c'est que les femmes aient le choix. C'est ça qui compte. Ouais. Alors, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a un fantasme du gynéco en blouse blanche ? Tu l'as vérifié, ça, ou pas ? Ah non, les femmes, elles sont gênées en consulte. Ouais. Les femmes, elles sont gênées en consultation, elles n'ont pas envie d'être là. C'est pas du tout... la consultation de gynécologie, ça ne prête pas du tout à la séduction. Hein. Mais alors, pas du tout. Donc, on fait attention on fait attention de respecter leur... Parfois, il peut y avoir des petits messages qui passent, mais plus dans la relation humaine que mais jamais dans l'examen gynécologique en lui-même, et heureusement. Mais après, on crée des liens, on peut parfois ressentir quelque chose, une patiente qui aimerait, mais que ça aille un petit peu plus loin, mais jamais dans l'examen gynécologique. C'est vraiment dans la discussion et de la relation humaine qu'on peut sentir parfois une petite accroche. Mais on est des pros. Quand c'est la première visite chez un gynécologue pour une jeune fille, souvent elles viennent avec leur maman. Ouais. C'est un problème, ça, pour toi, ou Ça peut être un problème. C'est mieux. Ça peut être un problème. Je me suis fait avoir, parce que ça aussi c'est un truc qu'on n'apprend pas, tu vois. Moi je me suis déjà fait avoir, de mes premières consultations, je suis une maman, et elle me dit, bah tiens, la semaine prochaine, je viens avec ma fille. Ok, super, elle vient avec sa fille, sa petite de 17 ans. Très gentil, dégourdi, sympa. Et puis la maman reste, et puis on discute, et puis moi je pose mes questions normales. Est-ce que vous avez des problèmes de santé ? Est-ce que vous fumez ? Non ? Est-ce que vous avez déjà eu des rapports ? Et là... ça devient gênant. Là j'ai senti que c'était un peu... Donc elle me dit... Elle n'a pas osé me mentir, heureusement. Donc elle m'a dit oui, et la mère n'était pas au courant. Donc il ne s'est rien passé pendant la consultation, mais j'ai su qu'après ça avait été un petit peu compliqué, ça avait donné lieu à une discussion un peu serrée. Alors peut-être que c'était l'occasion pour la fille de passer le message à sa maman parce qu'elle n'osait pas le faire et que c'était bien qu'elle ait une discussion de fille et de mère à ce sujet-là. Ouais. Mais voilà, donc maintenant, par exemple sur ce sujet-là, quand une maman vient avec sa fille, je dis toujours à la fille, hein, pas à la mère, je vous préviens, je vais vous poser des questions très délicates. Est-ce que ça vous dérange que maman soit là ? Et en règle générale, soit la fille dit non, il n'y a pas de problème, elle n'a aucun secret pour sa maman, il n'y a pas de souci. Soit je sens qu'elle est gênée, la maman sent qu'il y a une gêne, et c'est la maman qui dit bon, bah, je vais sortir, je vais vous laisser. Ça, c'est le plus simple. Et puis après, si la maman veut revenir pas loin de sa fille au moment de l'examen parce que ça rassure sa fille, ou à la fin pour les explications, pour les ordonnances et tout, il n'y a pas de problème. Il faut faire du sur-mesure. Voilà, mais c'est à double tranchant. Tu arrives à double tranchant. On va terminer avec les questions les plus insolites que tu as reçues, parce que tu en reçois du monde entier. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique du Nord, etc., tu es beaucoup regardé, parce que là-bas, c'est peut-être plus difficile d'avoir une consultation gynécologique. C'est quoi la plus incongrue, celle qui t'a peut-être fait sourire ou... Dans les pays du Maghreb ou d'Afrique francophone, elles ont encore plus un manque d'information et d'éducation autour de leur santé sexuelle, donc ça nourrit évidemment beaucoup de fantasmes ou d'idées reçues. J'ai beaucoup de questions, voire parfois de photos, je te passe les détails. Oui, elles ont souvent peur d'être enceintes. Okay. Elles ont souvent cette angoisse d'être enceintes alors qu'elles ne sont pas mariées, en mariage et tout. Et donc, le contact avec leur
petits copains, parfois, donnent lieu à elles ont toujours peur d'être enceintes. On était habillés, mais il m'a un petit peu caressé à travers le pantalon. Est-ce que je peux être enceinte? Oui, d'accord. Elles sont très très jeunes? Je ne connais pas leur âge, je connais pas leur âge. Mais c'est vrai qu'elles ont cette peur très fréquente, où je reçois parfois des photos de pantalons avec des taches dessus en me disant est-ce que je risque d'être enceinte parce qu'il y a du sperme sur mon pantalon? Bon, bref. Ouais, par contamination du jean. Voilà, donc ça me fait un petit peu... Ça me fait sourire, mais ça me fait aussi de la peine. Ouais. Parce que tu te dis, mais quelles angoisses, quelle tristesse de ne pas être plus informé et détendu sur ce sujet-là. Je me dis qu'on a quand même de la chance. Oui, et que, tout le monde n'a pas le même degré d'information, effectivement, en fonction de la... Donc ça me fait sourire, mais ça me fait quand même de la peine. Et puis parfois, dans les messages, je ne peux pas donner d'avis médical. Je ne peux pas faire une consultation à distance. Je ne connais pas le dossier, je ne connais pas les antécédents, je ne vais pas l'examiner. Je ne peux pas donner mon avis. Et un jour, je reçois un message d'une Marocaine. Ouais. Je ne vais pas donner la ville, mais elle était au Maroc. Et elle m'envoie un message en me disant voilà, je suis enceinte, j'ai mal au ventre, je suis allé voir mon gynécologue. Il m'a dit que j'avais peut-être une grossesse extra-utérine. C'est quand l'embryon se met dans la trompe. C'est très dangereux parce que la trompe, c'est un tout petit tuyau. Et l'embryon, il va grossir, ça fait un hématome. Et ça peut faire péter la trompe et provoquer une hémorragie interne. Très grave. Et on peut mourir. Ouais. Donc c'est vraiment partie des choses auxquelles on fait très attention. Elle m'a dit que j'ai peut-être une grossesse extra-utérine, j'ai mal, et il m'a dit de revenir me voir la semaine prochaine. Aïe, c'est long. Et là, je me suis dit, je suis obligé de répondre. Et donc je lui ai dit, écoutez, franchement, ce serait mieux si vous consultiez demain ou après-demain pour une nouvelle échographie, pour faire doser le taux d'hormones de grossesse pour voir comment ça évolue. Et voilà, 2 jours après, elle y est retournée. C'était une grossesse extra-utérine, elle était opérée en urgence, et si elle avait attendu la semaine d'après, peut-être que ça se serait très très mal passé. Ouais. Donc c'est vrai que je suis parfois un peu embêté, parce que ça me donne une responsabilité à partir du moment où je vois le message, et si ça peut être un problème urgent. Donc c'est vrai que là, on est un peu aux limites du truc quand même. Hein. Ouais. Je sais que tu te décris comme ça, un romantique, un peu fleur bleue. Qu'est-ce que c'est le témoignage de femme qui t'a le plus touché, ému? Parce que tu dois en recevoir aussi, et tu dois en recevoir directement. Je chiale un peu facilement, c'est vrai. Je chiale un peu facilement pour des choses tristes comme pour les choses qui me touchent parce qu'elles sont belles. Mais bon, ça c'est toute ma vie, hein, pas que le boulot. Mais c'est beau, c'est bien. Bonne maladie. Et c'est vrai quand la reconnaissance des femmes, que ce soit par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à nos échanges dans le cabinet ou quand je les opère, ça me touche énormément. Pour des histoires récentes, la semaine dernière, j'ai opéré une patiente, j'ai fait une hystérectomie pour de l'adénomyose, elle avait aussi de l'endométriose autour, donc ça faisait des années qu'elle souffrait, elle allait un peu de praticien en praticien et qu'on ne lui trouvait pas de solution. Elle est venue me voir d'assez loin et je l'opère, ça se passe bien. Le lendemain matin, je passe la voir dans sa chambre avant qu'elle rentre chez elle. Elle était avec son mari qui avait passé la nuit là parce qu'ils habitaient loin. Ouais. Et on parle technique, je lui dis ce qu'elle a le droit de faire après l'opération, pas le droit de faire. Ablation de l'utérus. Hein. Voilà, ablation de l'utérus. Donc vous pouvez reprendre une activité physique, éviter les rapports, éviter les bains, les cicatrices. Bon, j'explique le truc technique. Ouais. Elle me dit merci. Et je vais faire demi-tour. Et là, elle me dit docteur, je voulais absolument vous dire quelque chose. Ou on voulait absolument vous dire quelque chose, que son mari était là. Qu'est-ce qu'on a comme chance de vous avoir rencontré? C'est dingue, tu vois. Et aujourd'hui, la rencontre, elle se fait aussi grâce à Mon Gynéco, la page Instagram. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui viennent de très loin te voir à Aix-en-Provence dans ton cabinet. Ouais. Alors, ça me donne une grande responsabilité. Parce que je sens qu'il faut que je sois au top. Quoi. Ouais. J'ai pas droit à l'erreur. J'avais jamais le droit à l'erreur. Mais elles attendent, il y a une énorme attente. Ouais. Il y a une énorme attente et des femmes parfois qui sont dans un parcours médical très compliqué, avec des maladies compliquées, qui ont été déjà opérées plusieurs fois, qui ont été vues par d'autres gynécologues très bons, mais qui n'ont pas eu les réponses qu'elles attendaient et qui espèrent un truc incroyable. Et parfois, j'ai rien d'incroyable à leur dire ou à leur faire, tu vois. Ouais. Et donc, j'essaie d'être vrai. Et les patientes, elles apprécient ça beaucoup aussi, l'humilité du médecin. On n'est pas une profession forcément très humble, surtout quand on est chirurgien. C'est un peu
le pire de l'humilité, tu vois. Dieu, oui. Il y a une blague comme ça, hein, oui, oui. Tu connais la différence entre Dieu et un chirurgien. Voilà. Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. C'est voilà. ça. Et donc on a souvent ce côté-là, et c'est vrai qu'on peut l'avoir, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est très important d'être vrai avec nos patientes, en l'occurrence, et quand on ne sait pas, de dire je ne sais pas. Ouais. Et les femmes, même si ça fait des années qu'elles galèrent, avoir en face d'elles quelqu'un qui leur dit écoutez, votre cas est compliqué, malheureusement, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vous aider. En plus, rien que ça leur fait du bien. Donc c'est vrai que cette responsabilité-là, elle est parfois un petit peu dure et à porter, mais voilà, ça oblige à être bon. Bien sûr, c'est comme les super-héros, un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Faut rien lâcher. En parlant de pouvoir et de responsabilité, tu te verrais ministre de la Santé un de ces jours ? Parce que tu dis, les politiques, parfois... j'ai du mal avec la politique. Ouais, la politique et les sujets de santé, tu dis, parfois, c'est juste pour se faire mousser. Ouais, ça m'énerve de plus en plus. Et comme on me demande de plus en plus souvent mon avis maintenant, je le donne. Et il est parfois un peu tranché. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les hommes ou les femmes politiques actuels. Parce que je trouve que j'ai du mal parfois à percevoir leur intérêt pour le bien commun. Exemple, par exemple, quand il y a un sujet comme la ménopause qui est mis en avant, tu dis on en parle, puis après on n'en parle plus. Ouais, dans les sujets récents là, que j'ai abordés, il y a la fertilité, il y a la ménopause. La ménopause, c'est le sujet du moment, donc tout le monde en parle en ce moment, c'est très bien de s'intéresser à cette partie de la vie qui concerne quand même toutes les femmes, un jour ou l'autre, et elles vont passer 40 ans dans leur statut de femme ménopausée, donc il est temps qu'on s'y intéresse avec les conséquences que ça a sur leur vie, sur leur santé, mais aussi sur leur vie professionnelle, sur leur vie amoureuse, sur les rapports, donc c'est très bien qu'on en parle. Donc là, on se saisit du sujet, il y a une députée qui pond un texte, une proposition de loi, et puis derrière, souvent, malheureusement, ça aboutit sur pas grand-chose, et on peut se poser la question sur la motivation des hommes ou des femmes politiques qui abordent ces sujets-là. C'est parfois très décevant. Ouais. Et l'autre sujet, c'était la fertilité, parce que la démographie on est en train de vivre une catastrophe démographique, sur le plan médical. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais on ne fait plus d'enfants. Les hommes, moi je le vois dans mon cabinet tous les jours, une des opérations que je fais le plus aujourd'hui, c'est la ligature des trompes. Les femmes veulent plus ou pas d'enfants du tout, ou beaucoup moins en tout cas. C'est très régulier, ça, on te demande de plus en plus souvent. C'est incroyable, et mes copains urologues, ils font des vasectomies toute la journée. Ouais. Donc là, on est descendu, l'âge de la première grossesse augmente et le nombre d'enfants diminue drastiquement. Donc on était un peu une exception, la France, mais on est en train de le perdre, ou de changer en tout cas. Et donc notre président de la République a voulu parler de réarmement démographique, avec un grand plan sur la fertilité, à vouloir faire des bilans de fertilité à tous les hommes et les femmes de 25 ans pour essayer de comprendre pourquoi. Mais en fait, les gens ne veulent plus faire d'enfants. Parce qu'ils sont pessimistes, parce que l'écologie, parce que les difficultés économiques, parce que les conflits aux portes de l'Europe, il y a plein d'explications. Mais ce n'est pas du tout l'infertilité le problème. Le problème, c'est que les gens ne veulent plus faire d'enfants. Et donc là, pareil, on parle que de fertilité, de bilan de fertilité, on va faire des grands plans, ça va être génial, on en parle pendant 15 jours. Ouais. Et puis derrière, plus rien. Quoi. Et ouais, donc j'ai un petit peu de mal avec ce côté-là de la politique. Tu ne seras pas ministre ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ministre de qui, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que ce serait le tabou ultime dont tu aimerais parler si on parlait d'avenir là, sur ton Instagram, est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et dont on ne parle pas et que tu aimerais évoquer ? On en a parlé un petit peu déjà. Moi, j'ai pas encore parlé. J'ai commencé à parler de grossesse, bien sûr, sur mon compte Instagram, mais pas encore beaucoup. Et j'ai envie de parler du côté sombre de la grossesse. J'ai envie de parler du côté sombre de la grossesse, de ce qui, pas pour faire peur aux gens, mais parce que c'est des choses que certaines femmes et certains couples vivent. Et il faut les préparer à ça, quelque part. Et il faut que les gens sachent que ça existe. Ça ne veut pas dire faire peur aux gens, comme tous les sujets que j'aborde. Je parle de tous les sujets, même les sujets les plus difficiles. Et j'essaye à chaque fois de donner les informations de manière brute, pas brutale, mais brute, en rassurant, en disant que voilà, et qu'il y a des choses à faire. Et, voilà. Et sur la grossesse... Exemple de quand tu dis, parce que tu édules le corps un peu, mais c'est quoi le côté sombre
quand Il y a des choses qui existent. On a parlé tout à l'heure de la mort fétale in utero. Il y a l'hématome rétroplacentaire, qui est une complication grave de la grossesse, qui arrive au 3e trimestre de grossesse. C'est le placenta qui se décolle d'un coup. Ça peut survenir dans un contexte d'hypertension artérielle chez la mère ou de bébé un peu petit, de retard de croissance. Voilà, le placenta se décolle et ça va déclencher des décisions très urgentes. Il faut sortir le bébé très très vite, sinon il risque de mourir ou d'avoir des séquelles neurologiques sévères. Il y a plein de femmes qui ont vécu ça et on n'en parle pas. Il y a l'hémorragie de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance, c'est la 3e cause de mortalité maternelle en France. La première cause, c'est le suicide. La 2e cause, c'est les maladies. Le suicide, pourquoi ? Le suicide dans les mois qui suivent l'accouchement, le baby blues sévère, la dépression du postpartum, le retour à la maison qui parfois est très compliqué, les relations de couple qui peuvent se détériorer, enfin il y a plein de choses, l'impact économique, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer après le retour à la maison. Donc le suicide, c'est la première cause de mortalité maternelle dans l'année qui suit une naissance. Après, c'est les maladies cardiovasculaires, on n'en parle pas non plus. Et en 3e, c'est l'hémorragie de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance, c'est j'accouche, tu vois, j'accouche. Oui. Je te dis, j'ai pas de. Je suis dedans. Donc j'accouche, mon bébé va bien, tout va bien. Le placenta met un petit peu de temps à se décoller ou il se décolle pas bien, et puis l'utérus a du mal à se rétracter, et derrière, c'est une hémorragie brutale. Faut quand même dire que c'est très rare. Ouais, c'est rare. Voilà. Ça peut arriver. Mais tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le sujet de l'hémorragie de la délivrance, et moi je peux te dire que dans les commentaires, c'était pas rare du tout. Ouais. Tu as eu des tonnes de commentaires. Mais c'est dément. Ouais. Dernière question, tu aurais aimé être une femme ? Alors, je suis convaincu que la vie de la femme est beaucoup plus riche que la vie de l'homme. Mais je suis convaincu aussi qu'elle est beaucoup plus compliquée. Donc le côté riche, à tous les points, être enceinte, ça doit être une expérience extraordinaire. Même s'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie forcément d'être enceintes, moi j'aurais adoré sentir une grossesse grandir à l'intérieur de mon corps. Ça doit être génial de sentir ça. L'orgasme féminin, on fait les malins, nous, mais on sait très bien que l'orgasme féminin, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus répétitif que le nôtre. Donc ça doit être extraordinaire. Et puis la vie de la femme, devoir gérer en même temps le côté je suis une mère, je travaille, je suis une femme, je dois vivre en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme qui travaille. C'est très complexe, mais c'est une richesse qui doit être extraordinaire. Mais à côté de ça, j'ai pas du tout envie d'être une femme parce que c'est beaucoup plus complexe. Quand je vois les femmes dans mon cabinet tous les jours qui vivent des syndromes prémenstruels terribles, qui saignent 15 jours par mois parce qu'elles ont des règles hémorragiques et pas normales, parce que derrière elles ont un fibrome, une maladie gynécologique terrible, qui ne peuvent pas avoir de rapport parce qu'elles ont des douleurs terribles à cause de leur endométriose, qui essayent de faire un bébé mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles ont une infertilité parfois inexpliquée, qui ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, franchement, je suis partagé. Donc tu seras ni ministre, ni femme. Papa est fier de toi. Papa gynécologue, on le rappelle. Ouais, il a parfois un peu de mal à me le dire. C'est vrai. Ouais. Eh ben, on lance le message. Hein, papa, ça fait du bien à un enfant d'entendre. Mais c'est mieux. Et notamment ce que je fais sur les réseaux, je pense qu'il aurait adoré le faire. C'est vrai ? Ouais, parce qu'il aime beaucoup communiquer et parler. Il a fait beaucoup d'enseignements. Et lui, à son époque, bon, il est jeune, hein, il a 71 ans. Ah, donc, c'est un jeune papa, un jeune retraité. Il a toujours aimé communiquer. Il aurait adoré avoir ces outils qu'on a aujourd'hui. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, s'il avait été à ma place, il l'aurait fait aussi, c'est sûr. Ouais. On en parle souvent. Ouais. On en parle souvent. On me dit, tiens, là, t'as dit ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et on a le gentil Fleur Bleue qui a des yeux qui brillent pour finir l'interview. Merci beaucoup, c'est un vrai bonheur de partager ce moment avec toi. On va rappeler que pour te retrouver, hein, c'est sur Instagram, avec plaisir, Mon Gynéco. N'hésitez pas à consulter, à poser de temps en temps quelques petites questions. Il y répond, les commentaires qui sont pas trop personnalisés, j'y réponds bien sûr. Merci beaucoup merci à toi, Eric. Toutes ces confidences, et nous on se retrouve bientôt pour un autre numéro de Confidence sur la chaîne YouTube de France 3 Pacay, sur la plateforme France.tv. Merci encore. Merci à toi, à bientôt. Ciao.